Bonjour à tous et bienvenue dans Sinosphère, votre magazine consacré à la Chine et aux Chinois. Gourous, marques, jeunes créateurs chinois, faiseurs de tendances, comment être branché en Chine? C'est la question que je vais poser à mes invités dans un instant. Mais avant de découvrir ensemble la branchitude Made in China, voici le sommaire de Sinosphère. Longtemps considérée comme le pays du textile bon marché, la Chine cherche aujourd'hui à se faire un nom dans la mode internationale. Entre boutiques de créateurs et défilés chatoyants, les stylistes chinois commencent à imposer leur marque. Aujourd'hui, il est très possible que le prochain styliste de Christian Dior soit un Chinois, Jason Wu. Pour les jeunes créateurs chinois, c'est un événement. Quelles sont les tendances de cette mode conçue en Chine? Quelles sont les sources d'inspiration de ces nouveaux créateurs? Et nous sommes de retour sur le plateau de Sinosphère au Musée Guimet en compagnie de mes deux invités. Juliette Lee, bonjour. Bonjour Marion. Vous êtes la directrice de la zone Asie-Pacifique au cabinet Floriane de Saint-Pierre et Associés. Floriane de Saint-Pierre et Associés, c'est un cabinet spécialisé dans la mode, le luxe et la haute couture. On en parlera évidemment. Et à vos côtés, Jia Wang, bonjour. Bonjour Marion. Vous êtes journaliste pour elle à Paris. Merci à toutes les deux. Je vous propose de regarder un reportage sur l'univers de la mode réalisé par Charlotte Caillé et Esther Vercaïque. Ça, c'est mon armoire à vêtements. Dedans, il y a tous les habits que j'aime. Moi, ce que je préfère, c'est le vintage. Song Yuan est ce que l'on pourrait appeler une fashion victime. Cette journaliste de 25 ans consacre environ un tiers de ses revenus à sa garde-robe. Qu'elle achète à Hong Kong, sur Internet ou chez les nouveaux créateurs chinois, la jeune femme cherche avant tout l'originalité. Les vêtements, il y en a beaucoup qui sont fabriqués à la chaîne. Et du coup, tout le monde est habillé pareil. C'est ennuyeux. Mais si les vêtements comme cette jupe ont une histoire, une belle histoire, si quelqu'un la porte et qu'il vit beaucoup de choses avec, c'est bien plus intéressant. La mode en Chine, c'est 40 ans d'uniformes gris et bleus, de col Mao et de vêtements informes. Aujourd'hui encore, les Chinois privilégient souvent le confort sur le style. Et si les grandes marques étrangères ont trouvé une clientèle chez les nouveaux riches, les créateurs locaux, eux, ont toujours du mal à affirmer leur identité. Accro au shopping, Song Yuan a néanmoins déniché quelques bonnes adresses. Des boutiques de stylistes, discrètes mais pleines de nouveautés. Ce sac, il ressemble au format papier qu'on faisait quand on était petit. C'est quoi JL? C'est un groupe de créateurs de Shanghai. Ils font de nouvelles collections chaque saison. Et là, c'est leur dernière collection. Donc c'est la collection d'hiver? Le patron, lui-même designer, propose des créations originales repérées un peu partout en Chine. Si les boutiques comme celle-ci commencent à se développer dans les quartiers branchés de la capitale chinoise, la tendance est récente. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de jeunes créateurs comme aujourd'hui. Ils n'étaient pas aussi dynamiques. Je pense que ça a vraiment commencé à décoller au moment des Jeux Olympiques en 2008. C'est aussi un moment où tout le monde s'est intéressé davantage à la Chine. Les créateurs chinois trouvent progressivement leur public. Ce début de notoriété, ils le doivent en grande partie à cette femme, Rongrang. Il faut que tu fasses un modèle, Dong Dong. J'ai vu ça avec Shen Shen. Ce seront des vêtements de ville pour le mois d'avril. Et il faut que ce soit prêt pour quand? C'est quand le shooting? Disons fin février. En Chine, Rongrang est un peu considéré comme un gourou de la mode. Son blog est suivi par 4 millions de personnes et le magazine qu'elle dirige concurrence désormais les grands titres internationaux. Il y a 2 ans, elle a ouvert sa propre boutique, Brand New China, pour promouvoir les jeunes stylistes. Ce qui est vraiment frustrant pour les créateurs chinois, ce n'est pas qu'ils manquent d'idées, mais c'est que la structure qui leur permettrait de se développer n'existe pas. Quand ils arrivent au bout du processus, qu'est-ce qu'il leur reste? Plus rien, ils n'ont plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Il faut donc résoudre tous ces problèmes un à un, et ce n'est qu'après que le design chinois pourra vraiment faire un grand pas en avant. D'après Rongrang, seuls 5% des créateurs chinois ont trouvé des réseaux de distribution. Pourtant, le marché du conçu en Chine aurait de quoi séduire les jeunes Chinois.
Peut-être que c'est parce qu'ici, nous n'avons pas beaucoup de liberté. Du coup, nos jeunes ont une très grande soif de liberté. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, des choses qu'on ne peut pas faire. Mais en termes de vêtements, tu peux choisir ce que tu veux. Pour répondre à cette demande, Rongrang a décidé de créer sa propre marque. Elle a confié cette mission à Xiang Yaodong, un jeune créateur tout juste diplômé d'une école de stylisme. Dans cette collection, j'ai mélangé l'Orient et l'Occident, le passé et l'avenir. Certains modèles sont une référence directe au passé de la Chine, alors que ce modèle-là, son tissu spatial évoque le futur. Xiang Yaodong mêle des tissus ou des détails très orientaux avec des lignes plus occidentales. C'est le cas de nombreux stylistes chinois contemporains, comme ceux que l'on retrouve tous les mois dans les pages d'iLook. Le magazine de Rongrang existe depuis bientôt 15 ans. Pourtant, même au sein de la rédaction, Rongrang doit encore préciser ce qui définit la mode. Cette photo-là, c'est une vraie photo de mode. Les autres, ce sont des images de cinéma, elles sont belles, mais elles ne laissent pas de place aux vêtements. Si la mode chinoise progresse malgré tout, le public manque encore d'une culture et d'une éducation en la matière. Une fois encore, Rongrang prend l'initiative. Ce qui est très compliqué, c'est que la documentation, les livres de design ne sont pas très accessibles. C'est pour cela qu'ici, on va faire une grande bibliothèque. On va installer de grandes étagères par là. Mais bon, c'est pas encore prêt. Le secteur de la mode non plus n'est pas encore tout à fait prêt. Pas prêt à dérouler le tapis rouge pour ses créateurs locaux, pas prêt non plus à laisser une identité originale s'imposer sur le marché. Mais petit à petit, de boutiques confidentielles en défilé plus ou moins réussies, la mode chinoise contemporaine parviendra peut-être à trouver sa voie. Jia Wang, lorsque les jeunes chinoises font du shopping, quelles sont leurs marques préférées aujourd'hui? La plupart sont des marques bien connues, comme des marques Chanel, Louis Vuitton, Hermès. Mais après, ça dépend aussi du goût de chacun et de chacune. Là, je parlais plutôt pas forcément dans l'univers du luxe, mais plutôt l'univers au quotidien, lorsqu'une jeune chinoise fait du shopping. Quelles sont les marques, on va dire, hors luxe, hein? D'accord, donc là, ça dépend vraiment de capacité de pouvoir d'achat, etc. Il y a plusieurs raisons. Bon, je pense que la marque préférée, il y a Zara, il y a H&M, des marques, comment dirais-je, pour la classe moyenne, bien design, mais ça ne coûte pas cher non plus. Donc, je pense que ce sont des marques à peu près au goût des jeunes chinoises. Actuellement. Juliette Li, finalement, les marques que Jia Wang vient de citer, Zara ou H&M, c'est finalement des marques qu'on retrouve partout. Est-ce qu'il y a quand même une spécificité chinoise dans la mode? Est-ce qu'il y a, à côté de ces grandes enseignes internationales, est-ce qu'on voit émerger des marques chinoises? Alors, donc, dans ce segment un peu lifestyle, casual et fast fashion, on va dire, il y a aussi quelques marques chinoises qui sont devenues assez importantes aujourd'hui. Je peux citer par exemple Meters Bongwei, qui est une marque fondée en 1994 et aujourd'hui compte plus de 3000 boutiques, points de vente en Chine. Et une autre marque, par exemple, plus sportswear, s'appelle Li-Ning, qui aujourd'hui fait presque 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en Chine. Et donc, ce sont des marques que les Chinois vont aussi acheter à côté de Zara, H&M ou Gap. Et ce sont finalement les vêtements qu'on y trouve, est-ce qu'ils ressemblent trait pour trait? Est-ce qu'il y a quand même une identité chinoise dans ces marques ou pas du tout? Alors, l'identité chinoise, on va dire que dans la marque Li-Ning, le fait d'acheter une marque Li-Ning, il y a quand même... Li-Ning, c'est quand même le grand sportif voilà, le chinois. champion gymnaste qui a gagné plusieurs médailles d'or et des médailles olympiques en 1984. Donc, c'est quand même une fierté pour les Chinois d'avoir ce champion et donc aujourd'hui d'avoir une marque de sportswear qui peut être comparée à côté de Nike, Adidas. Je crois qu'en Chine, ils ont même dépassé
augmenter les ventes de Adidas. Donc c'est en fait, il y a un acte de fierté sans doute aussi dans l'acte d'acheter cette marque. Même si effectivement les produits, je pense que sont de qualité proche de Nike ou Adidas et de design assez proche aussi. Jia Jiawang, aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage, on voit émerger des jeunes créateurs chinois. Est-ce que c'est branché finalement aujourd'hui d'aller se tourner vers des créateurs chinois plutôt que vers des marques étrangères? Alors là aussi, il y a un problème de goût. Par exemple, il y a des Chinois qui cherchent perpétuellement ou systématiquement des marques, comment dirais-je, par des jeunes designers. Mais il y a des Chinois qui sont totalement dans l'esprit de grandes marques de luxe que dans cette zone-là. Donc, il n'y a pas de... Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été sorties sur ce domaine-là, mais à ma connaissance ou d'après mon constat, c'est plutôt deux côtés assez côté marque grand luxe et côté designer et de conception assez update. Juliette Li, finalement, seulement 5% des créateurs chinois ont trouvé des réseaux de distribution, c'est ce qu'on vient de voir dans le reportage. Comment est-ce que vous l'expliquez et finalement, est-ce que c'est un ratio comparable à la France, par exemple? Alors, je pense que il y a, en fait, quand on regarde le succès des marques de luxe, par exemple, que ce soit effectivement Hermès, toutes les marques françaises ou italiennes, c'est rare que ce soit des marques qui se sont construites en un jour ou même en plusieurs années. Donc, en fait, il faut déjà avoir une vision long terme. Donc, pour les marques chinoises qui sont aujourd'hui relativement récentes, donc la plupart sont nées dans les années 90, pour les marques plus casual wear. Dans les marques plus designers, c'est plutôt même 2000, donc pas mal de designers, jeunes générations ont fait des études à l'étranger et ont commencé à lancer leur marque. Et en fait, donc, moi je dirais deux choses. D'une part, il faut effectivement avoir cette vision long terme, pouvoir créer une marque, avoir cette vocation de créer une marque, un peu comme à l'image des marques occidentales, donc marque fort, désirabilité, l'ADN de la marque sur quoi on pose cette marque. Et d'autre part, je pense aussi qu'il faut, quand on regarde le succès des grandes marques de luxe, souvent il y a toujours d'un côté un designer et de l'autre il y a un businessman, donc l'homme d'affaires, qui a aussi cette vision de gestionnaire. Peut-être qu'aujourd'hui, il manque le businessman qui ferait confiance aux jeunes créateurs chinois. Je dirais qu'aussi, il y a deux choses. Il y a soit le jeune créateur, il a toujours l'impression, souvent, qu'il peut tout faire. Donc, il peut créer la marque, il gère sa marque. Et il a même un peu peur, ou il n'a pas tendance à faire confiance à un tandem homme d'affaires pour co-développer une marque. Et or, je pense que c'est assez fondamental parce que chacun son métier, donc on crée d'une part, donc le créatif, et en même temps, on a besoin de la personne qui a cette vision financière, économique, business model, pour pouvoir faire le métier de lever de fonds, de gérer la marque, faire du marketing, faire du commercial. Donc, c'est deux métiers différents et je pense que pour les jeunes créateurs, il manque aussi ceci pour aller plus loin. Alors justement, on va s'intéresser à ces jeunes créateurs et à leur formation à travers un reportage réalisé au sein de l'école française S-Mode qui s'est implantée à Pékin. Si la mode chinoise peine encore à s'imposer sur la scène internationale, c'est aussi par manque de formation pour ces jeunes créateurs. L'école de stylisme S-Mode, présente en France depuis le milieu du 19e siècle, s'est engouffrée dans la brèche. Sa filiale pékinoise a ouvert en 2004. En haut, qu'est-ce que tu as prévu? C'est comme une cape. Une cape? D'accord. Et qu'en pensez-vous? Il vaut mieux une cape large ou étroite? Il faut essayer sur un modèle. L'école cherche à transformer ses 250 élèves en créateurs autonomes, capables de concevoir et réaliser leurs propres modèles. Pour Zora Belmejdoub, la directrice de l'établissement, il s'agit avant tout de leur apporter une formation inédite en Chine. Le peu de formations qu'il y avait sont des formations surtout de mode, on va dire industrielle, de faire du vêtement pour le vendre en grosse quantité. Depuis l'ouverture de l'école, la situation a beaucoup changé. Aujourd'hui, les créateurs chinois commencent à faire parler d'eux.
quand je suis arrivée, j'ai assisté à une Fashion Week. Donc la Fashion Week, c'est quand même le reflet de ce qui se passe dans la mode à Pékin. C'était sans commentaire. L'année suivante, déjà, ça commençait à devenir vraiment intéressant. Et 3 ans après, on est au niveau international. Ce nouveau contexte est une opportunité supplémentaire pour les élèves de l'école française. Une occasion pour eux et pour leurs enseignants de se frotter à une concurrence chinoise, mais aussi asiatique et occidentale. À cet endroit-là, je pense que je vais ajouter 10 cm. Je voudrais que ce soit un peu plus large. Les apprentis stylistes comptent bien capitaliser sur leur formation internationale. Hu Rongyen, étudiante en dernière année, prépare un modèle pour un concours japonais. La jeune femme semble optimiste quant à son avenir professionnel. Les jeunes créateurs chinois ont de plus en plus d'opportunités et leur esprit est de plus en plus ouvert. On apprend auprès des Européens, des Américains, des Occidentaux qui nous éduquent et je pense que l'on saura aussi préserver notre propre culture. Je pense qu'à l'avenir, en mêlant les deux, nous aurons beaucoup d'opportunités. Pour les étudiants de l'établissement français, ces opportunités se présentent parfois avant même la fin de leur formation. Le défilé de fin d'année de l'école est d'ailleurs devenu un événement incontournable de la mode pékinoise. Jia Wang, le fait que S-Mode, donc une école française, s'implante en Chine, est-ce que c'est aussi la preuve qu'en matière de mode, on fait vraiment et encore confiance aux Français en Chine ? Je pense que dans le domaine de mode, il n'y a pas de nationalisme dans le fashion, dans le mode pour les Chinois, parce que la plupart des Chinois, je dirais 80% des Chinois, ils font confiance aux marques étrangères qu'aux marques chinoises. Donc une école française, enfin une école fondée par les Français ou une école française, ça ne dérange pas du tout les Chinois d'apprendre les savoir-faire. Je pense qu'ils seront enchantés de pouvoir apprendre la mode, apprendre les connaissances des Français dans ce domaine-là. Juliette Lee, justement, par rapport à ce que vient de dire Jia Wang sur la confiance, en fait, les Chinois font confiance aux marques étrangères. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de changer? Est-ce que les Chinois commencent à avoir confiance en leur propre marque et se faire confiance en matière de style, finalement sans avoir véritablement besoin de suivre des marques venues d'ailleurs, mais peut-être mettre en place un propre style? Disons qu'effectivement, on a parlé tout à l'heure aussi de la fierté nationale, d'avoir sa marque, de faire confiance effectivement aux designers locaux, aux marques locales. Sinon, effectivement, on voit que si on revient un peu dans le segment luxe, très haut de gamme, les marques occidentales, globalement, dominent, on va dire, quand même ce marché chinois. Donc, ce qui est normal aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, par l'histoire. L'histoire, tout ça. Donc, c'est aussi, effectivement, on va dire que c'est beaucoup aussi la qualité du produit intrinsèque. Donc, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que quand on fait confiance à une marque très établie, la qualité intrinsèque en fait partie. Donc, c'est un ingrédient. Et après, pour revenir aussi vers les marques locales, c'est qu'il y a donc, même dans ce segment luxe, haut de gamme, il commence à avoir quelques marques chinoises émergentes. Donc on a vu il y a 1 an et demi le lancement de la marque Shanxia, avec le soutien de Hermès, donc en collaboration avec la designer chinoise Qiong Tian. Donc ça, c'est effectivement une marque qui est totalement fondée sur l'artisanat chinois, sur les éléments culturels chinois classiques. Et donc, ça fait effectivement le DNA de cette marque. Mais encore une fois, sur cette marque Shanxia, il y a le soutien d'Hermès. Donc, c'est aussi une création presque française d'une marque chinoise. Est-ce que, Jia Wang, on va voir dans quelques années une marque de luxe 100% chinoise, sans avoir justement, parce que derrière Shanxia, malgré tout, il y a la caution Hermès
qui est le luxe à l'état pur. Donc moi, je pense qu'à nos jours, actuellement, les marques chinoises haut de gamme luxe peuvent effectivement se développer, mais que dans le domaine où les Chinois possèdent un savoir-faire, que ce soit dans les matières premières, que ce soit dans les matériaux assez précieux, le jade, ce genre de matière. Alors un véritable savoir-faire, effectivement, c'est ce qu'on voit à travers Shangxia. C'est un savoir-faire, c'est un retour aux sources. Oui. Juliette Li, finalement, Shangxia, c'est aussi une certaine façon, c'est la Chine sublimée pour nous, les Occidentaux, de savoir-faire, de pratiques anciennes, complètement à l'encontre de l'appellation Made in China, de masse. Est-ce que cette idée séduit également les consommateurs chinois ? Je crois que oui. Donc aujourd'hui, la clientèle de Shangxia, c'est 60%, 70% chinoise. Donc ça veut dire qu'effectivement, ce n'est pas. Donc c'est une marque internationale, donc il y a une clientèle internationale également. Mais la première boutique est à Shanghai et ça séduit également une clientèle locale. Mais le fait qu'il y ait une boutique qui ouvre à Paris, finalement, est-ce que c'est aussi la caution, en gros, pour les clients chinois, se dire il y a une boutique à Paris, donc c'est bon. Alors, il y a sans doute aussi ça, mais je dirais que c'est plus qu'être soutenu par Hermès qu'une collaboration entre cette artiste chinoise et effectivement Hermès qui de nouveau effectivement fait à la fois cette caution aussi business dont on a aussi parlé parce que c'est quelqu'un qui connaît aussi comment marche une affaire à long terme, à avoir cette vision de marque à long terme et qu'effectivement, quand on développe une marque, notamment de luxe, on ne peut pas espérer gagner de l'argent tout de suite et que ça aussi, c'est souvent aussi ce que dans le business en Chine, on veut tout le temps, tout de suite, donc rentabilité immédiate. Et avec Hermès, c'est aussi cette caution qui fait qu'on n'a pas besoin de gagner immédiatement de l'argent, mais il faut faire juste et avoir cette vision long terme. On prend son temps pour vraiment pleinement développer la marque. Pour faire de la belle ouvrage. Jia Wang, sur ces designers, ces jeunes créateurs chinois, finalement en France, ils sont aussi assez présents. Je pense notamment à Cacharel, qui a la direction artistique est assurée par 2 créateurs chinois. Oui. Finalement, est-ce qu'ils ne sont pas plus reconnus, les créateurs chinois sont-ils plus reconnus en France qu'en Chine ? Vous voulez dire les créateurs chinois sont plutôt reconnus en France? Est-ce qu'ils ont un avenir peut-être plus ouvert en France qu'en Chine? Moi, je pense que la tendance, c'est plutôt quand ils seront reconnus en France, ils seront forcément reconnus en Chine parce que la réputation de ces jeunes créateurs, le fait que la réputation de ces jeunes créateurs ont été développés en France, peuvent influencer leur sort en Chine, je dirais comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a encore le poids, le côté de la France, et puis ensuite en Chine. Juliette Li, un Karl Lagerfeld chinois, ce sera pour combien de temps ? Alors, je pense que ce sera plus vite qu'on ne le pense. Donc, en fait, on voit aussi avec le reportage, tout va très vite. Donc, les Chinois ont une soif d'apprendre, une soif de rattraper le retard qu'ils ont eu dans les précédentes décennies. Donc, donc tout le monde, les créateurs, les consommateurs, tout le monde apprend. Effectivement, les marques ou celles qui arrivent effectivement à éduquer comme il faut, les consommateurs arrivent aussi à les fidéliser. Donc je pense que de point de vue créateur, ça va aller assez vite également. Et je dirais aussi qu'aujourd'hui, le monde de la mode le monde est un village. Donc c'est aussi dans les deux sens, c'est-à-dire les créateurs chinois les plus connus, les plus talentueux vont beaucoup faire des études à l'étranger, vont aussi réussir à l'étranger, mais à contrario, il y a de plus en plus de projets qui se passent en Chine
pas nécessairement uniquement avec des talents locaux, mais avec des talents du monde entier. Donc c'est aussi ces échanges internationaux qui font la richesse aussi de ce qui se passe en Chine. Voilà, la mode et le monde sont des villages. Merci à toutes les deux. Juliette Lee, je rappelle que vous dirigez la zone Asie-Pacifique chez Floriane de Saint-Pierre et Associés. Jiajia Wang, de votre côté, vous êtes journaliste chez Elle. Merci à toutes les deux, merci à vous qui nous suivez et merci également au Musée Guimet. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous dans 15 jours.